développement, c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Kodak Image, optimisation des couleurs, contrôle de chaque tirage. C'est pas moi! Kodak Image. Pour avoir un développement parfait, il suffit de le demander. RTL2 présente Cyndi Lauper. Le meilleur de Cyndi Lauper en 16 tubes incontournables. Le meilleur de Cyndi Lauper, l'album aux 16 tubes incontournables. Dans quel état sont vos concurrents? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Avec les développements Kodak Image, pour 10 francs de plus, vous avez vos photos en double. Chaque voiture a marqué son époque. Chaque époque a marqué vos rêves. Avec la nouvelle collection Un siècle d'automobile, vous posséderez toutes les voitures mythiques qui ont jalonné notre siècle. Tous les 15 jours, vous découvrirez un vrai modèle réduit de collection en métal avec sa boîte. Des fiches passionnantes vous feront revivre la grande épopée de l'automobile. Nouvelle collection Un siècle d'automobile, des petites voitures qui vous racontent une grande histoire. Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 1, la 4 chevaux modèle 54, sa boîte de collection et le fascicule au prix incroyable de 29 francs. La liposuction, cela comporte certains risques. Le docteur Burke a dit que je n'avais absolument rien à craindre. Papa, viens vite! Papa, vite! Julie! Oh non! Je ne suis pas un expert en massage. Ouais, ça me soulage. Continuez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous fichez avec ma femme dans ma chambre? Elle avait très mal, je lui massais le dos. J'engage des poursuites. Inscrivez-moi dans un programme de désintoxication. Comment veux-tu que je sache s'il a agi par négligence? Il y a sûrement moyen de le savoir. Tu es avec moi ou contre moi? Si Roger le dénonce, on court de gros risques. Dans la ville des illusions, ils exercent le métier le plus concret du monde. Elle est Doc dans 1, 2, 3 séries, samedi, à partir de 20h55 sur TF1. Sur TF1, précision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Ménel. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce Formule Foot consacré à la 4e journée de championnat. L'affiche de la soirée se déroulait au Parc, où le PSG, leader, recevait Auxerre. Nous y reviendrons en fin d'émission. Dans l'immédiat, je vous propose de partir au stade Geoffroy Guichard, où les Verts de Saint-Etienne affrontaient le Havre. Fabrice David. Pour les Stéphanois, et notamment l'entraîneur Nouzaré ou le capitaine Ferraoui, le championnat commence vraiment ce soir contre une équipe qui joue aussi pour une place dans la deuxième moitié du tableau. En tout cas, c'est le discours des Verts, un discours en partie démenti par un début de saison exceptionnel à l'extérieur. Les Verts ont décroché un nul à Monaco, un nul à Marseille, 3 partout après un match superbe. Il ne manque plus qu'une victoire à Geoffroy Guichard contre Nancy. Nancy qui a une victoire et 2 défaites pour l'instant au compteur. Nancy qui relance par sa défense. Bon pressing des Verts et notamment de Métomo. Métomo qui tente sa chance et Laquet se couche et arrête cette frappe de Métomo. Les deux équipes ensuite s'observent. Ce sont surtout les défenses qui ont les derniers mots. Les défenses très solides l'une comme l'autre. Jusqu'à peut-être ce bon décalage de Pedron pour Revel qui laisse rebondir, qui frappe. Mais à côté du but de Laquet. Un bon centre du meneur de jeu Pedron, mais le ballon va vite, un peu trop vite pour Revel qui tente de le redresser. Toujours 0-0, mais Saint-Etienne est entreprenant. Un bon coup franc là, forcément pour la frappe de Pedron. Laquet relâche, attention, Métomo s'est précipité. Laquet en 2 temps repousse. Le gardien de Nancy réussit à sauver son but pour l'instant.
Laszlo Bologna est inquiet. Nouzareth n'est pas content, lui, en revanche. Attention à cette touche de Nancy. La première incursion dans le camp stéphanois et le but. Le but de Nancy, but de Chiba. Quelle surprise à Geoffroy Guichard. Nancy dominé, mais alors terriblement réaliste. C'est la première action des Lorrains conclue par l'international marocain, la recrue de Nancy. Une recrue de choix. Chiba. Et 1-0 pour Nancy. Les Stéphanois battus lors de leur premier match ici à Geoffroy Guichard. Ils essayent d'accélérer une bonne frappe de Pedro, bien repoussée par Laquet. L'action n'est pas terminée. Revel et les Nancéens sont tous en défense solidaire et poussent ce ballon en corner. C'est Rambaud qui met ce ballon en corner, mais c'est parti d'une très belle frappe de Pedron. Barthez et Porato ont déjà pu s'en rendre compte. Pedro a une magnifique frappe et ensuite les Nancéens bien en défense qui repoussent ce ballon. Bonne action pour Saint-Etienne. Attention à ce nouveau coup franc, ce nouveau coup de pied arrêté forcément pour Pedro encore une fois. Et Laquet, une fois de plus, une claquette. Nancy défend parfaitement son but d'avance. Nancy tient, belle claquette de Laquet. Et à la mi-temps, 1-0 donc pour Nancy ici à Geoffroy Guichard grâce à cet homme. Le Marocain Chiba, c'est lui justement qui est à l'origine de ce coup franc. Début de deuxième période, superbe coup franc. La défense de Saint-Etienne complètement surprise. Viart était là, mais finalement Alonso a le dernier mot. Et à la 55e minute, entrée en jeu d'Alex, le deuxième Brésilien, recruté en même temps qu'Aloisio par l'AS Saint-Etienne. Ils étaient à Goiás au Brésil l'an passé tous les deux et formaient une redoutable paire d'attaquants. Saint-Etienne pousse un centre. Et justement, Alex, bonne reprise, un peu loin, mais c'est son premier tir. Et c'est déjà bien au bout de quelques minutes. Saint-Etienne qui pousse donc, Nancy qui défend une longue transversale de Leclerc, déviation d'Aloisio dans la course d'Alex justement. Alex seul qui ouvre son pied et qui égalise pour Saint-Etienne. 10 minutes après son entrée en jeu, Alex marque pour les Stéphanois. Un partout et c'est une déviation de la tête d'Aloisio. Pour Alex, les deux compères qui s'entendent immédiatement, un partout ici à Geoffroy Guichard. Et les Verts sont euphoriques. Pedron pour Alex. Alex qui s'infiltre au poteau. Le ballon traîne mais finalement dégagé par Nancy. Regardez ce geste technique extraordinaire. Coup du sombrero pour Alex qui enchaîne sur un poteau ensuite. Oh mais ce Alex met le feu déjà, c'est encore lui. Un deuxième coup du sombrero, il est dans la surface. Et le ballon pour son compère Aloisio. Ce Alex a totalement changé le match. 2-1 pour Saint-Etienne, alors que les Stéphanois étaient menés 1-0. Un deuxième coup du sombrero de Alex. Fantastique, une passe à Aloisio. Les deux hommes, les deux Brésiliens à l'origine des deux buts de Saint-Etienne. C'est prodigieux ce qu'a fait ce Alex. C'est sa première apparition en première division en France. Et le match se termine. La folie dans le stade Geoffroy Guichard. Alex, Aloisio ont complètement bouleversé les 30 dernières minutes de ce match. Saint-Etienne menait 1-0, gagne 2-1. C'est la première victoire de Saint-Etienne cette saison, une victoire méritée quand on a vu les prestations stéphanoises jusque-là. Regardez cet homme, Alex, il a complètement changé la physionomie du match. Un coup de poker extraordinaire de Nouzareth qui ne savait pas trop à quoi s'attendre avec Alex, la faute à la barrière de la langue. Je ne peux pas lui parler, il comprend pas ce que je lui dis. Il savait ce qu'il avait à faire, on lui a seulement dit qu'on le prenait dans les 16 parce que ça risquait de se passer comme ça et qu'on comptait qu'il utilise sa technicité en espace réduit, quoi. Je pense que ça s'est vérifié. Et son entente avec José. Ça nous donne une possibilité supplémentaire de jeu et c'est bien. Vérel ménager côté lyonnais, ça, le Messin absent pour cause de blessure. Deux attaques remaniées pour deux équipes qui comptent le même nombre de points, 4. Et si à Metz on a recours au sourire juvénile pour animer l'avant-match, à Lyon c'est plutôt le masque. 4 points, 3 matchs pour un prétendant au titre, cela fait peu. Attention à ce coup franc de Dorasso, frappe de Caveglia repoussé par Letizy. Le ballon va revenir dans les pieds lyonnais avec Linares qui décale à nouveau Caveglia côté gauche. Deuxième tentative de Caveglia, cette fois c'est juste au-dessus. Et on va revoir la superbe parade de Lionel Letizy. Roger Lemaire a précisé qu'il avait toujours l'œil sur le gardien messin. Et Metz se montre en ce début de première période. Centre de Chemel pour la tête de Geiger, titularisé en attaque. Une belle tête décroisée qui rase le montant. Début gardé par Grégory Coupet.
Bernard Lacombe est inquiet. Carmès est dangereux en première mi-temps. Ballon pour Christophe Bastien qui a bien passé Linares. Centre de Bastien détourné en corner par Florent Laville. Un ballon rentrant, cette fois c'est la tête de Marchal, un jeune issu du centre de formation. Mais Violo faisait bonne garde. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Bon, ils ne se sont pas créés énormément d'occasions. Ils ont été dangereux, je pense, uniquement sur coup de pied arrêté. Je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait preuve quand même de solidarité. C'est vrai qu'on a besoin de confiance, donc la solidarité dans ce moment-là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis on va essayer de jouer une deuxième mi-temps un petit peu de rester solide derrière et puis d'être un peu plus dangereux en contre. Un peu plus dangereux en contre, c'est effectivement ce que Lyon tente de faire avec ce ballon pour Anderson. Mauvais contrôle, un peu trop long. Il est pris par la défense Messine. Anderson plutôt transparent ce soir et qui sera remplacé à l'heure de jeu par Tony Vérel. Tony Vérel qu'on va trouver tout de suite en action. Centre de Serge Blanc, reprise de Vérel, mais elle s'envole dans le ciel messin. Il en faut plus pour décourager Tony Vérel. Nouvelle accélération. Il est contré, mais le ballon est toujours lyonnais. Ballon pour Alain Caveglia. Frappe de Caveglia. Pas plus de réussite que pour Vérel. Les Lyonnais sont maladroits, mais plus présents qu'en première période. Attention à ce coup franc en fin de rencontre en faveur des Messins. C'est la bonne distance pour Frédéric Mérieux. Ballon contré. Deuxième tentative à nouveau contrée. Et Frédéric Mérieux se met tout seul à la faute. Petit accrochage entre Laville et Mérieux qui dégénère en semi-bagarre générale. Sur cette affaire, Mérieux écope d'un carton jaune. Et là, hop, vous n'avez pas bien vu, mais vous allez le revoir. Frédéric Mérieux a tout simplement fait un croche-pied à l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Puyalt. Carton rouge donc tout à fait justifié. Mérieux quitte ses partenaires à la 91e minute. Et 2 minutes plus tard, on retrouve Tony Vérel virevoltant. Accélération côté gauche, entre en retrait, ouverture du score. 93e minute, c'était la toute dernière occasion de cette rencontre. Et le premier but d'Alain Caveglia grâce à un très bon travail de Tony Vérel. L'expulsion de Frédéric Mérieux est donc le fait du match. Un fait du match diversement commenté, qu'on soit lyonnais ou messin. Ça finit un coup de poisson, je dirais. Bon, je sais pas, je pense qu'il y a un petit problème d'arbitrage quand même, quoi. Bon, il a sifflé quelques fautes qui n'étaient pas évidentes. Bon, le carton rouge, je sais pas. Je pense pas que ce soit méchant, quoi. Un garçon comme Mérieux, ça a été déjà un miracle qu'il n'ait pas un avertissement au bout de 70 minutes. Il en a pris 2 en 3 ou 4 minutes. C'est, je pense, pour un garçon comme lui qui tous les dimanches attise le feu sur les terrains, je crois que pour une fois, un arbitre a été juste. Les Lyonnais ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, la victoire et un regain de confiance avant leur match très important contre Maribor mercredi. Les 3 points de la victoire nous font du bien. En plus, moi j'ai marqué, c'est mon premier but de la saison, donc je pense que moralement ça va me faire beaucoup de bien pour le match de Maribor. Une victoire, un nul, une défaite pour Montpellier comme pour Monaco. Les deux équipes ont réussi le même parcours après 3 journées. 25 000 spectateurs à la Mosson, un temps magnifique. Bref, toutes les conditions sont réunies pour avoir un match ouvert et spectaculaire. À noter les absences à Monaco de Contreras, le Chilien, et à Montpellier de Delay. Le ton est donné par les Montpelliérains en début de rencontre, 3e minute, action avec Patrice Loco dans la surface de réparation. Il évite Marquez, centre contré par Marquez. Premier corner de cette rencontre pour Montpellier. Il est tiré par Barbosa. Jaillissement de Barthez qui remet ce ballon en corner. Sylvestre était très pressant. Nouveau corner, toujours tiré par Barbosa. Cette fois, tête de Sylvestre et heureusement, du bout des doigts, Fabien Barthez détourne ce ballon. Là encore, vous voyez, ça a été très chaud pour Monaco. Nouveau corner tiré de l'autre côté, toujours par Barbosa. Nouvelle tête de Wedek cette fois. Les joueurs de Monaco, Barthez et Lamouchi ont sourire. Il y avait le feu et une nouvelle occasion pour les Montpelliérains. Le 4e corner ne donnera rien. Et la réaction des Monégasques, il faut attendre la 20e minute pour la voir avec ce tir de Trezeguet bien arrêté par Riou.
La frappe de Trezeguet était légèrement écrasée, mais le jeune Rudy Rioux remplace toujours Cassar avec autant de brio. 24e minute, les joueurs de Gasset reprennent les choses en main. Loco notamment, frappe de Loco. Bon arrêt de Barthez, mais vous l'avez entendu, M. Calque a sifflé. Et après avoir hésité une seconde, il donne un carton jaune à Patrice Loco pour cette faute de bras. C'est vrai qu'il y a une petite faute là, de l'attaquant Montpellier. Dommage car c'était bien amené. 28e minute maintenant. Les Bleus continuent le pressing. Longue ouverture de Sylvestre pour Sorlin. Frappe de Sorlin juste sous la transversale. But fantastique. Sorlin était complètement excentré. Il a tenté sa chance. Barthez est levé. Premier but en première division pour Olivier Sorlin. Fabien Barthez n'en revient pas. 1-0 pour Montpellier, premier but en première division pour Olivier Sorlin. Il a 20 ans. La saison dernière, il jouait en D2 à Valence et là, face à Monaco, c'était son premier match comme titulaire. Seul petit problème, Sorlin a avoué qu'il n'avait pas vraiment tenté sa chance directement. Évidemment, après un exploit pareil, on n'est plus tout à fait le même joueur. Et Sorlin, on le retrouve, il donne une bonne balle pour Barbosa, tir de Barbosa au-dessus de la transversale. C'était la balle du chaos et l'occasion pour Olivier Sorlin de réussir une passe décisive 7 minutes après son but. Dernière action de cette première mi-temps, frappe de Simonet et belle parade de Rudy Rioux. Belle détente et vous allez le voir sur ce ralenti, il a la main ferme, ce qui permet donc à la mi-temps à Montpellier de mener 1-0, but de Sorlin, tout sourire évidemment. Claude Puel a dû se faire entendre dans les vestiaires. Ses joueurs reviennent sur la pelouse nettement plus volontaires. Bonne balle là pour Gallardo. Gallardo qui tente sa chance. Rioux touche le ballon. Trezeguet se jette. Égalisation 1-1. Et 5e but cette saison pour David Trezeguet. Un but de renard de surface. Pas vraiment spectaculaire. Mais il est là pour le pousser au fond. Les coéquipiers de Franck Sylvestre donnent l'impression d'être abattus par ce but. Et visiblement, ils le sont, puisque sur cette nouvelle action de Gallardo, centre, reprise de Simonet sous la transversale. 2-1 pour Monaco. La rencontre a basculé en l'espace de 100 secondes sur 2 actions de Marcelo Gallardo, le nouveau meneur de jeu argentin de Monaco. Les Montpelliérains vont mettre une vingtaine de minutes pour réagir. Tête de Wedek, retournée exceptionnelle de Maoulida. Égalisation 2-2. Barthez battu pour la 2e fois de la soirée. Et une fois encore, le but montpelliérain est exceptionnel. Filou Maoulida a lui aussi 20 ans. Et comme Sorlin, il est international espoir et il a marqué un but exceptionnel. Le match n'est pas loin de l'être également. Ouverture de Lamouchi pour Simonet. Contrôle de la poitrine, petit lobe. C'est magnifique. 3-2 pour Monaco. Et doublé de Marco Simonet. Apparemment, l'air de la principauté lui réussit bien. Et les Monégasques réalisent une bonne opération. 8 jours après avoir battu Bastia 4-0, ils confirment qu'ils seront des candidats sérieux au titre de champion de France. Ils ont même été tout près de marquer un 4e but par Simonet. Heureusement, Rioux a encore réussi une parade exceptionnelle. Il a sorti ce ballon du tibia. Plus rien ne sera marqué, 3-2. La qualité ou la beauté des buts était du côté de Montpellier. Mais c'est bien connu en football, il n'y a qu'une chose qui compte, marquer un but de plus que son adversaire, ce qu'a su faire Monaco. À l'entraînement, les meilleures méthodes sont parfois les plus basiques. Suivez Valérie ou prenez les bus. RTL2 présente Tears for Fears, The Greatest Hits. Tears for Fears, le groupe culte qui a marqué toute une génération.
Fears, l'album de tous leurs tubes. Un best-of universal. Au football des champions, ça se fait pas tout seul. Il faut le soutien des amis, de la famille, de tout un club, d'entraîneurs, de dirigeants, de bénévoles. Il faut surtout des supporters pour encourager les joueurs à se dépasser. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Avec la Ligue nationale de football et CGTL, renseignez-vous sur les abonnements du prochain championnat de France D1 et D2. Numéro libre appel CGTL 0805 80 1230. Si maman est dans mon lit, c'est parce que papa n'est plus dans le sien. Mais ce qui est moins simple, c'est pourquoi papa n'est plus dans le sien. J'ai 40 ans, à peine. Enfin, je sais presque pas tout à fait. Et vous êtes mariés depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans? C'est énorme. Sandra, je te présente Véro. Sa femme. Bonjour. Je voudrais pas que vous me preniez pour sa sœur. Et sur le plan... Sur le plan sexuel, ça va très bien. Véronique, faut qu'on parle. C'est ta pétasse qui t'a rendu ta virilité? Autant vous avertir tout de suite, j'ai un goût très prononcé pour l'onirique, le ludique, le conte de fées, quoi. Tu n'es qu'un salaud! Bon alors, vous avez compris pourquoi maman est dans mon lit? Dimanche à 20h55 sur TF1. Retour sur le plateau de Formule Foot et place maintenant à nos deux affiches, Paris Saint-Germain-Auxerre et Rennes-Bordeaux. Nous allons d'abord au stade de la Route de Lorient retrouver Pascal Pro. Le stade de la Route de Lorient est toujours en travaux. Il y avait donc ce soir 13 000 personnes simplement et beaucoup de Rennais bien sûr. Sur le terrain, Johan Mikou qui a joué il y a 48 heures, tout comme Wiltord et Lasland. Et puis quelques supporters bordelais pour une première mi-temps de rêve des Girondins. Regardez comme ça joue bien avec sur le côté droit Grenet en direction de Wiltord. Pratiquement une touche de balle, Lasland 1-0. Premier but de cette partie après 8 minutes, un peu comme le but marqué avec l'équipe de France face à l'Irlande du Nord. Et ça débute très bien pour les Bordelais qui se trouvent parfaitement sur le terrain. Collectivement, ils maîtrisent. Le jeu est fluide et puis l'efficacité au rendez-vous avec cette première réalisation de Lasland. Domination outrancière même des Bordelais en ce début de partie. Lasland en direction de Wiltord qui récupère et qui va pouvoir transmettre en retrait à Lasland. Pavon qui est derrière. C'est passé sur la droite de Maliki. Paul Le Guen est inquiet sans doute car son équipe pour le moment ne réagit pas. Diatta sur le côté droit qui passe en relais avec Nonda. Diatta peut centrer au deuxième poteau. Gava et Bigné. Première alerte pour Ramé. Gava, c'est bien fait. Et puis Bigné, libre de tout marquage. Mais la domination et le jeu restent bordelais. Regardez cette inspiration exceptionnelle de Ziani. Il a transmis sur la droite à Wiltord qui touche le poteau. Après une demi-heure, Bordeaux pourrait mener 2-0, mais 1-0 simplement. Exceptionnel véritablement le ballon de Ziani pour Wiltord et pas de réussite pour les Bordelais alors que la fin de la première période approche. Tir de Gava sans danger. Passe largement à côté des buts de Ramé. Voici qu'arrive la 44e minute avec Gava, Nonda, Diouf qui a éliminé Ramé qui marque. Eh bien voici le miracle de la soirée. Rennes revient au score. Rennes dominé pendant 45 minutes mais efficace et après tout c'est ça le football. Superbe ce que fait Diouf. Il est sénégalais, il a 18 ans, il jouait l'année passée à Sochaux et il marque avec beaucoup d'assurance l'égalisation rennaise. Le masque sans doute pour Eli Bope et Paul Le Guen revient sur son banc. Il a fait sortir Réveillère et Dogon est entré en jeu
Et cette deuxième mi-temps sera complètement différente, à l'image de ce tout début de deuxième période. Nonda pour une première occasion. Paul Le Guen a dû sermonner ses joueurs puisque ceux-ci reviennent avec de meilleures intentions et notamment physiquement. Cette fois-ci, les Rennais font la différence avec Bigné. Accélération. Ce sera dans la surface de réparation. Nonda qui bute sur Ramé. Voici deux occasions en moins de 5 minutes. De l'autre côté, Lasland vient de perdre le ballon. Il est récupéré au milieu du terrain et ça va remonter très très vite avec en relais Christophe Leroux qui cherche Nonda. Sa Belgique qui marque contre son camp, pressé par Nonda. Après 5 minutes en deuxième période, sa Belgique veut donner en retrait. Ramé et lui ne se sont pas compris. 2-1 pour Rennes. Coup franc sur la barre transversale de Christophe Leroux. Il réclamait un corner et sans doute y avait-il corner puisque c'est le dos de Wiltord qui a mis ce ballon sur la barre transversale. Et la fin de rencontre à présent puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but dans cette deuxième mi-temps. Encore un poteau et il est signé Faiduno à la 87e minute. Ça fait quand même 2 poteaux pour les Bordelais après celui de Wiltord. Mais toujours les Girondins menés au score. À la 89e minute, sur le côté droit, Bigné pour une toute dernière action rennaise. Nonda pour Bardon. Voici le troisième. C'est au-dessus. C'est au-dessus, mais c'est une victoire tout de même. Match étrange parce que contrasté. Rarement une première et une deuxième mi-temps ont été aussi différentes. Et première victoire du Stade Rennais. On ne pouvait pas faire pire que cette première mi-temps. C'est vrai qu'on avait de grosses difficultés dans notre jeu. On avait du mal à récupérer le ballon. Et puis c'est vrai que techniquement, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal quand même. Le résultat de ce soir est positif. Alors que je pense que on fait, sur la durée, on fait un de nos moins bons matchs de la saison. Donc bon, on est très, très content, on savoure, je veux dire, cette victoire. Ça nous a fait très mal ce but juste dans la fin de la première mi-temps. Et puis on revient en deuxième mi-temps et très rapidement on prend un deuxième but. Donc c'est toujours des circonstances très difficiles. Et en deuxième mi-temps, effectivement, on a peiné au niveau physique. Le Parc des Princes, PSG Auxerre, une poignée de main entre les deux champions du monde, Bernard Lama et Stéphane Guivarch. Sous vos yeux, Giroud et Gérard Bourgoin, les Bourguignons. Attention, c'est démarre fort avec une première attaque parisienne. Ali Benarbia sur le côté pour Madar. Madar au pivot, frappe de Madar. Ce ballon est dévié et il terminera sa course à côté des buts de Cole. Attention à cette tête d'Ali Benarbia et Fabien Cole sur la trajectoire du ballon. Ça chauffe devant les buts bourguignons. Les Parisiens, entraînés par Philippe Bergerot, sont très bien rentrés dans la partie. Jimmy Algerino, formé au Toulouse Fontaine, pour Bruno Rodriguez. Ali Benarbia, une louche pour qui? Pour personne. Elle passe au-dessus des buts de Fabien Cole. Et osé de la part du meneur de jeu parisien. Ce ballon qui vient mourir sur le haut du filet. Steve Marley. Les Auxerrois vont mieux en milieu de première période. Marley, accélération de Marley, il n'est pas pris. Un bon ballon pour Stéphane Guivarch. On joue depuis 36 minutes face à Cissé. Guivarch, attention, il a une grosse frappe. Guivarch, frappe de Stéphane Guivarch et but. Pleine lucarne. Troisième but du capitaine de l'AJ Auxerre. Une frappe extraordinaire. Elle est vraiment limpide. Lama ne peut strictement rien faire. Et Auxerre mène 1-0 au Parc des Princes devant 44 000 personnes. Auxerre qui n'a pas remporté le moindre match à l'extérieur la saison passée. La réaction parisienne bien sûr avec JJ Okocha. Face à Agbo, Okocha, il a une bonne frappe. Frappe d'Okocha, elle est détournée. Sans problème pour Fabien Cole. 1-0, c'est le score à la pause. Début de seconde période maintenant, avec des Bourguignons bien en place, qui tiennent pour l'instant un excellent résultat. Attention à Marley, il est parti dans le dos de la défense. Une balle de 2-0 peut-être pour Marley. Bonne sortie de Lama, qui récupère ce ballon.
C'est peut-être le tournant du match. Bien joué de la part du gardien parisien. Et Marley qui se prend bien sûr la tête à deux mains. Le temps tourne et le public parisien réclame un but. Une longue touche de Robert. Attention à ce ballon avec Laspal qui le remet. Un ballon aux abords de la surface de réparation. Jimmy Algerino. Centre d'Algerino. Tête de Benarbia décroisée juste à côté. Début de Fabien Coll. Elle n'était pas loin cette tête. Attention Ali Benarbia. Un bon ballon pour Ducrot. Ducrot, il va essayer de passer sur le côté droit. Un passement de jambe, une accélération. Un bon ballon. Rodriguez. Madar. Dommage. Madar qui se blesse en heurtant le poteau avec sa jambe gauche. Plus de peur que de mal pour l'attaquant parisien qui en fait souffre là d'une grosse béquille. Lagia tient le coup pour l'instant avec un bon ballon de Ducrot. Tout de même dans la surface de réparation avec cette tête de Cissé. Attention Madar. Et super Fabien Coll qui détourne. Il y avait le feu dans la défense auxerroise. Une équipe bourguignonne qui pour l'instant tient le coup. Attention Algerino frappe sur la transversale, sur l'arête, début de Fabien Coll, mais ça ne veut pas rentrer pour le PSG. Les Parisiens semblent maudits ce soir. Robert, Laurent Leroy, Ali Benarbia, contré. Laurent Robert, Benarbia, un petit ballon dans la surface. Il y a qui? Il y a Rodriguez. Un partout, il reste 5 minutes à jouer. Et Bruno Rodriguez marque son premier but en championnat. Un but important pour les hommes de Philippe Bergerot. Cette fois, Fabien Coll, qui était au marquage de Laurent Leroy, sur ce ballon travaillé d'Ali Benarbia, n'a rien pu faire. La dernière occasion du match, peut-être, avec ce centre de Radé. Reprise de Guivarch, une balle de 2-1. Bien joué Bernard Lama sur la trajectoire du ballon. Score final, un partout entre le PSG et Auxerre. On va écouter les entraîneurs. On a fait d'abord une très belle première mi-temps. Ensuite, on a évidemment subi les assauts croissants du Paris Saint-Germain, qui a fini par égaliser, ce qui était logique, vu l'ampleur de ses efforts et aussi la qualité. On a gardé ce match nul qu'on méritait quand même, à mon avis. D'abord, je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe d'Auxerre qui nous a posé énormément de problèmes et qui posera, je crois, de problèmes à bien d'autres équipes. Je crois que bon, on a essayé de jouer, on s'est fait contrer, mais bon, sur l'ensemble du match, je crois qu'on a eu énormément d'occasions aussi et qu'un match nul est équitable ce soir. Les Parisiens ont vérifié ce soir un vieil adage. Il est difficile de remporter 2 matchs de suite à domicile. Je vous propose maintenant de voir les autres résultats de la soirée avec la belle victoire de 3 contre Strasbourg 2-1. Début marqué par Gadzi et Boutal contre un but d'Echouafny. Et puis sur le même score, le Havre a battu Sedan 2-1, but de Denieux de Kerkar contre un but de Mionnet. 2 matchs à suivre dimanche, Bastia-Nantes et Lens-Marseille. Au classement, Paris est en tête avec 3 points d'avance sur Bordeaux, Monaco, Lyon et Auxerre. En bas de tableau, Nancy, Bastia, Sedan et Troyes ont tous 3 points. Voici donc le classement en attendant donc les 2 matchs qui se dérouleront dimanche, Bastia-Nantes et Lens-Marseille. Un mot sur le classement des buteurs pour vous dire que Trezeguet est en tête du classement des buteurs avec 5 buts inscrits. Lilian Lasland est deuxième avec 4 réalisations. Un mot sur la division 2, il y avait ce soir un match avancé comptant pour la 5e journée de D2. Nice et Guingamp ont fait match nul 0 partout. Vous pouvez voir tous ces résultats sur internet ou sur le Minitel 3615 code TF1. Voilà, merci de nous avoir suivis ici tard. Merci à Jean-Marc Forget qui a préparé ce soir cette émission. N'oubliez pas, dimanche, Téléfoot, 10h30. L'invité sera Bernard Lama. Bonne nuit. Yeah.
Précision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Ménène. Pour les images, le son, c'est bien d'avoir le choix. La qualité, c'est bien aussi. Le multimédia, très bien. Et pour tout ça, la diffusion numérique par les satellites Astra offre des performances inégalées. Astra, le numérique à sa source. Europe 2 s'enflamme pour Imagination, The Very Best Of. Retrouvez tous les tubes du groupe mythique des années 80 dans Imagination, The Very Best Of. The Very Best Of Imagination, 17 tubes, 17 hits mondiaux. Apprendre à contrôler les ballons, c'est apprendre à contrôler les matchs. Posséder les ballons comme un diavolo, comme un diable. Travaillez dans des plus petits espaces. Prenez un ballon plus petit les espaces, plus petits les ballons. Plus petits les espaces, plus petits les ballons. Et un, 32, 33, 34. Les ballons, c'est comme une amoureuse. Il ne faut jamais les trahir. Avec de plus en plus de nouveautés, le site de TF1 fait des vagues sur le web. Toute l'actualité sportive, 24 heures sur 24. Football, Formule 1, voile. Pour connaître tous les résultats, suivre les classements et revoir en images les moments forts des derniers exploits sportifs. www.tf1.fr. TF1 est sur Internet, parce que le sport ne s'essouffle jamais. Bonsoir. Le séisme qui a ravagé la Turquie est l'un des plus grands désastres de l'histoire de l'humanité, a estimé aujourd'hui le Premier ministre turc. Et ceux qui ont survécu au tremblement de terre sont maintenant menacés par les épidémies. L'ONU estime que 35 000 personnes sont encore sous les décombres, alors que les autorités ont à ce jour dégagé 10 000 corps, des gravats. En tout cas, dans toutes les régions touchées, les secours et les moyens d'assainissement restent insuffisants pour assurer la sécurité des survivants. Sur place, le reportage de Michel Scott. Combien de personnes sont-elles encore écrasées sous ces ruines?